Annyeong, konnichiwa, ciao, hello, hey people. Aujourd'hui, j'ai envie de parler rapidement du drama Can This Love Be Translated, le premier drama sud-coréen que j'ai terminé en 2026. On y suit Moo-hee, une actrice qui peine à faire décoller sa carrière, et Ho-jin, un interprète en plusieurs langues qui se rencontrent lors d'un voyage. Lui était là pour repenser à un amour manqué et elle pour régler ses comptes avec un petit ami infidèle. Le temps de quelques heures, les deux vont se croiser, puis c'est le retour à la vie quotidienne, sauf que l'héroïne, lors d'un tournage, a un accident, et lorsqu'elle sort de son coma, son monde a changé. J'avais plusieurs raisons de regarder ce drama, les trois principales étant que déjà j'aime les romances, que j'aimais aussi l'idée d'un casting central international avec l'inclusion de Fukushi Sota, et enfin que le drama est écrit par les sœurs Hong, qui n'ont pas écrit que de bonnes choses et certains de leurs premiers dramas sembleront sans doute dépassés pour un public moderne, mais elles font partie des premières scénaristes dont j'ai appris le nom quand j'ai commencé à regarder des dramas sud-coréens parce qu'elles enchaînaient les succès. À vrai dire, je crois que j'ai regardé presque tous leurs dramas. Il me manque Alchemy of Souls et j'ai jamais terminé Warm and Cozy, mais Delightful Girl Chonhyang, My Girl, Couple or Trouble, Hong Il-dong, You're Beautiful, My Girlfriend is a Gumiho, The Greatest Love, Big, malheureusement, The Master Son, A Korean Odyssey et Hotel del Luna. Tout ça, j'ai vu, parce qu'à l'époque de leur diffusion, de toute façon, c'était dur de passer à côté, et donc j'étais curieuse de voir ce drama-là aussi. Malheureusement, j'en ressors mitigée. Le drama commençait pourtant bien, j'y ai très vite accroché, mais à la fin, bon certes, il y avait encore des éléments que j'appréciais, sinon je ne serais pas allée au bout, mais j'étais lassée et déçue, d'autant que le dernier épisode n'est vraiment pas bon, je trouve, donc il m'a laissé sur une note franchement amère après s'être traîné jusque-là. Mais on reparlera de la fin dans une section spoiler plus tard. Pour le moment, revenons plutôt au début, quand les choses se passaient bien, parlons de l'épisode 1. Je suis une cible facile, j'ai très vite accroché à l'épisode 1 qui s'ouvre sur un flash-forward ou bien tout le reste du drama est un flashback, c'est comme vous voulez, mais on commence sur une scène à laquelle on reviendra plus tard dans quelques épisodes. À vrai dire, ce coup de on y reviendra plus tard, c'est quelque chose que font tous les épisodes de la série, à tel point que des fois, quand je laissais passer 1 ou 2 jours entre deux épisodes, quand j'y revenais, j'avais l'impression, je me demandais si j'avais sauté un épisode ou deux parce que les choses étaient pas là où je les avais laissées. Mais donc, on commence en Italie, en plein tournage, l'équipe se met en place, l'actrice marche jusqu'au lieu de tournage, puis est rejointe par le personnage de Fukushi Sota avec qui elle participe à l'émission. Et après avoir fait quelques pas, le personnage de Fukushi Sota, donc Hiro, fait une déclaration surprise à l'héroïne, une déclaration en japonais à notre héroïne sud-coréenne qui ne parle pas le japonais. Hiro regarde l'héroïne avec tout l'amour du monde, l'héroïne sent qu'il y a de l'émotion dans l'air mais ne comprend pas ses mots, et le héros n'arrive pas à se résoudre à traduire et il est figé devant son écran. Et lorsque enfin il finit par traduire et traduire les sentiments de Hiro, il y a cet échange de regards par écran et caméra interposée où les deux personnages principaux ont les yeux humides et les personnages et le public ne peuvent que se demander à quel point ces mots sont une traduction ou une expression des sentiments du héros et aussi à quel point tous les gens impliqués s'en rendent compte. Donc, trois choses. Déjà, ça veut dire qu'on commence direct avec de la tension et clairement des non-dits, des sentiments qui pesaient lourd sur les personnages, et moi j'avais envie d'en voir plus parce que j'étais prise dans les émotions. Et ensuite, cette entrée en matière introduit le thème de la communication, des difficultés à se comprendre, non seulement à cause d'une barrière de la langue, mais aussi dans cette scène-là par le fait que les deux personnages principaux ne sont pas physiquement ensemble, si bien que l'héroïne ne peut pas lire l'expression corporelle, l'expression du visage du héros, les mots ne sont pas tout ce qui compte, en clair. C'est le gros problème du couple central, rien d'externe, pas de méchantes belles-mères qui leur mettent des bâtons dans les roues, pas de camion de la mort qui percute le héros et le rendent amnésique, pas de serial killer ou que ce soit, juste deux personnages qui n'arrivent pas à se comprendre. Ils parlent techniquement coréen tous les deux, mais comme dit l'ami auteur du héros, il y a autant de langages qu'il y a de gens sur la planète. Et ça va même plus loin que ça, parce que la langue compte, les personnalités comptent, le contexte physique compte, comme on l'a vu donc dans la première scène, où le fait que les personnages ne soient pas face à face devient une barrière en soi. Et puis le médium compte aussi. Il y a une scène dans le drama où le héros demande à l'héroïne de supprimer une photo de son compte Instagram et elle doit lui expliquer comment ce sera perçu. Il y a une multitude d'opportunités de ne pas comprendre les autres et de ne pas être compris, en clair. Aussi, c'est dans ce genre de drama que je regrette vraiment de ne pas parler la langue, parce que je suis sûre que j'ai raté plein de choses. Les sœurs Hong, si je me souviens bien, ont un faible pour les jeux de mots ou pour les mots qui prennent un double sens. Donc ici, par exemple, il y a plusieurs dialogues sur les prononciations
qui joue sur les prononciations proches de pokpo qui veut dire cascade et popo qui veut dire baiser ou plutôt bisou. Donc quand un personnage nie avoir vu une cascade avec l'autre, c'est pas réellement de la cascade qui parle. Et quelque part, il y a une mise en abîme ironique à devoir regarder avec des sous-titres l'histoire de deux personnages qui chacun aurait besoin que l'autre vienne avec des sous-titres. Hojin est du genre direct au point d'en sonner abrupt et sec même quand il essaie d'aider. Dans l'épisode 5, l'héroïne doit même lui expliquer que parfois tout ce qu'il a à faire dans une conversation c'est écouter, encourager et réconforter, alors qu'il est plus du genre à conseiller de façon qui ressemble à une critique. Ceci étant dit, on va pas se mentir, 90% des problèmes de communication entre les deux personnages viennent du côté de l'héroïne. Elle a tendance à entendre les choses mais ne pas les comprendre ou ne pas les accepter, mais plutôt tordre leur sens pour le faire correspondre à ses attentes, à ce que ses angoisses lui disent d'attendre, plus exactement. Toutes les situations sont différentes bien sûr, mais je pense que les gens qui souffrent d'anxiété peuvent comprendre. Personnellement, je sais que ça m'arrive parce que, en fait, comme par période, je suis persuadée que secrètement tout mon entourage me méprise et me déteste. Des fois, j'entends des reproches, des jugements, des rejets, de la déception et de la colère qui en fait sont pas là dans ce que les gens me disent. Selon le retard que je prends dans la publication de cette vidéo, ça m'est même arrivé juste la semaine dernière parce que quelqu'un m'a fait une remarque qui, avec le recul, était clairement juste une blague, mais j'étais dans un tel état de stress à ce moment-là que j'ai spiralé pendant des jours à me dire que peut-être c'était une façon subtile pour la personne de me dire de sortir de leur vie. Avec le temps, 80% du temps, j'ai appris soit à demander une clarification directe, soit à ne pas répondre tout de suite et plutôt attendre un peu parce que je sais que dans ces moments-là, je peux pas faire confiance à mon cerveau. Mais Chamuhi, elle, a au contraire tendance à réagir immédiatement en sortant ce qui lui vient en tête en premier. Le problème étant que la première chose qui lui vient en tête est souvent de dire le contraire de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle veut, de ce qu'elle pense, dans un effort pour se protéger. Donc, on a un personnage qui déforme ce qu'elle entend et qui répond le contraire de ce qu'elle ressent. Vous voyez le problème pour communiquer. Les moments où le personnage est le plus franc et se met le plus à nu sont finalement les moments où elle peut se cacher derrière quelque chose. Lorsqu'elle fait semblant d'être quelqu'un d'autre, par exemple, quand elle éteint la lumière aussi, ou bien quand elle parle à Hiro parce qu'il ne comprend pas le coréen, ou même dans l'épisode 1 où elle se confie à Hojin parce que elle pense qu'il est juste un inconnu qu'elle ne recroisera jamais, et encore une fois tout ça je trouve que ça sonne très juste et je trouve ça intéressant à explorer. Aussi je trouve ça intéressant de voir que plusieurs des personnages qui ont du mal à communiquer dans leur propre dialogue deviennent ponctuellement des interprètes pour les autres. L'héroïne se porte volontaire pour servir d'interprète entre Hojin et un membre de sa famille. Un personnage donne à Hojin les clés pour comprendre Muhi. Hiro, un personnage que j'ai trouvé de plus en plus attachant au fil de la série au passage, sert d'intermédiaire aussi plusieurs fois entre Hojin et Muhi. On a évidemment Hojin qui est littéralement interprète, hein, c'est son métier, donc lui il sert d'interprète à l'héroïne et la femme avec qui son petit ami l'a trompé, à l'héroïne et Hiro, à l'équipe de tournage et les gens dans les pays où tourne l'équipe. Bon bref, lui c'est littéralement son métier, donc interpréter il fait que ça le long de la série. En fait c'est un peu comme si le drama essayait de nous montrer que c'est plus facile de comprendre les mots des autres quand ils ne nous sont pas adressés. Les problèmes de communication dans les romances sont un cliché, la façon la plus facile et souvent la plus rageante de retarder la mise en couple des personnages principaux. Souvent, je suis moi-même très agacée, j'ai envie de crier aux personnages, de juste se poser 2 secondes et de se parler, bordel. Mais je suis toujours plus patiente quand les problèmes de communication sont le sujet principal d'une série. Parce qu'en soi, c'est intéressant, les difficultés à comprendre les autres, à être compris, et les retombées de ces difficultés sur les relations humaines sont après tout une expérience universelle. Bon, mais pour revenir à mon épisode 1, j'ai accroché dès le début parce que donc la scène de déclaration était lourde en émotions et parce que l'idée de la barrière des langues me plaisait, mais ce n'est pas tout ce que l'épisode 1 faisait de bien. Une autre chose qui m'a accroché, c'est assez crucial dans une romance, c'est que le duo central m'a immédiatement plu. Hojin nous est immédiatement présenté comme un type bien, il est attentif, généreux, patient, gentil, du genre à passer plusieurs heures à aider des inconnus avec qui il a à peine échangé quelques mots, même quand rien ne l'y oblige. Bon, quand la vie d'un enfant est en danger, ce serait immoral de ne pas aider, bien sûr, mais en revanche, accepter de servir d'interprète à une inconnue dans sa querelle avec la maîtresse de son petit ami, c'est une side quest carrément plus optionnelle et personne n'aurait pu lui en vouloir de refuser. Mais
Hojin décide d'aider et même de faire plus que le strict nécessaire pour protéger la fierté de Muhi, et après ça, pendant tout le drama, il soutient l'héroïne de diverses façons, que ce soit directement ou derrière son dos, et il est bien plus patient avec elle que d'autres l'auraient été à sa place. L'héroïne, elle, dès l'épisode 1, est en détresse émotionnelle, atterrit au Japon à la recherche donc, de son ex-petit ami infidèle, parce que elle a des comptes à régler avec lui, et je tiens à dire que j'ai beaucoup aimé Go Yoon-jung dans le rôle. À cause de son angoisse générale, son personnage a tendance à faire un pas en avant, deux pas sur le côté, un pas en arrière, et quand elle fait son pas en avant, elle peut être très intrusive et ignorer complètement les limites valides posées par les autres, ce qui fait qu'il serait facile de prendre le personnage complètement en grippe, mais je trouve que Go Yoon-jung lui donne une énergie assez adorable qui fait qu'on comprend quand même ce que Hojin lui trouve malgré tout. Et puis, malgré ses problèmes, elle a aussi bon cœur, elle est amusante, elle travaille dur, et il se trouve que j'ai un faible pour les personnages féminins actrices dans les dramas sud-coréens pour une raison indéterminée. La première interaction du duo central dans l'épisode 1 m'a vraiment fait sourire, et les personnages sont très différents, parce qu'elle a tendance à rentrer dans le tas et lui plutôt à se rapprocher très lentement des gens, mais ils ont une énergie ensemble qui me plaisait, et après ça, quand les choses se passaient bien, ils étaient carrément adorables. Moi, je souriais beaucoup à la regarder essayer de se rapprocher de lui avec les excuses les plus transparentes au monde, pendant que lui, il essayait juste de pas se mettre à rire, et honnêtement, il n'y arrivait pas tout à fait. Malheureusement, le drama devient moins amusant dans sa seconde moitié, mais au début, je souriais beaucoup, et donc, dans cet épisode 1, on en était à une entrée en matière prenante, un duo central et un casting qui me plaisait, avec un thème qui m'intéressait. Jusque-là, tout allait bien dans le meilleur des mondes, et une dernière chose que je veux ajouter, c'est l'aspect visuel du drama aussi. Je vais pas pouvoir parler de tout, mais dans l'épisode 1, il y a plusieurs moments qui m'ont accroché visuellement et qui m'ont fait m'enthousiasmer pour la suite, et donc je voulais parler au moins de ces plans-là qui sont à la fin de l'épisode 1. Pour le contexte rapide, donc l'héroïne a fait une mauvaise chute lors d'un tournage et se réveille après des mois de coma, et pendant qu'elle était inconsciente, elle est devenue un phénomène, elle est mondialement connue, du coup la nouvelle qu'elle est réveillée se répand rapidement et tout le monde est fou de joie. L'héroïne fait la remarque intérieurement que ça y est, cette fois c'est elle qu'on fête, qu'on célèbre, et elle est inondée de cadeaux et de messages enthousiastes, et Hojin est également ravie qu'elle soit réveillée, bien sûr. Le premier plan dont je veux parler, c'est celui-là. Je l'aime particulièrement parce qu'il est coloré, l'héroïne a enfin droit au festival qu'elle voulait, et pourtant, il s'en dégage un sentiment d'oppression, au début renforcé par la caméra qui prend l'héroïne de haut, puis qui s'éloigne et la fait sembler petite et cernée parmi les ballons, les peluches, les cadeaux. L'expression de l'héroïne n'est pas joyeuse, les gens du dehors célèbrent entre eux, mais elle est seule et son visage n'exprime que confusion, elle a l'air dépassée, et la disposition des cadeaux, avec l'éclairage, donne un sentiment d'artificialité, de mise en scène, tout semble faux. Ce qu'on peut interpréter de plusieurs façons, ça peut être juste le fait qu'elle vient de se réveiller et que il arrive subitement plein de choses, et en fait c'est vraiment, vous savez, ce sentiment où on se réveille et on n'est pas trop sûr de savoir si on est vraiment réveillé ou si on est encore en train de rêver, ou bien on peut se dire que c'est quelque chose de plus sombre où tout a l'air joli sur la surface mais à la fois tout semble faux et on peut pas vraiment s'y fier. Cette impression de mise en scène, c'est quelque chose de récurrent dans la série, en particulier on voit ça beaucoup dans les flashbacks sur l'enfance de l'héroïne qui semblent pas tant nous montrer la réalité, mais plutôt les souvenirs de l'héroïne qui, à l'époque, voyait ça avec des yeux d'enfant, ce qui fait que certains décors semblent presque féeriques et à la fois inquiétants parce que la lumière ciblée fait qu'il y a de grosses zones d'ombre et qui sait ce qui pourrait se cacher dans l'ombre. Pour revenir au plan des cadeaux, un autre truc qu'on peut noter, c'est que le nom écrit en gros sur l'écran sur les cadeaux qu'elle a reçus, c'est pas celui de Muhi, c'est celui de Dorami, le personnage qui l'a rendu célèbre, et juste dans ce plan, du coup, on trouve plusieurs idées de la série. Les difficultés de l'héroïne à accepter et se réjouir de la réussite quand elle la trouve, les efforts qu'elle va devoir faire pour que les gens la voient elle et pas juste son personnage, l'étouffement qui vient avec la célébrité, et la joliesse mais la fausseté de ce qui est dans la lumière lorsque la lumière est ciblée et ne montre pas tout. En général, j'ai beaucoup aimé les utilisations de la lumière dans ce drama, les utilisations parce que la lumière peut être plein de choses. Ça peut représenter une célébration, comme les feux d'artifice que l'héroïne rêve de voir un jour être lancés pour elle. Ça peut représenter un miracle, comme la rareté des aurores boréales que les deux personnages principaux veulent vraiment voir, et ça représente le miracle et la rareté de former une connexion avec quelqu'un d'autre. Et puis il y a des lumières plus menaçantes aussi, celle qui littéralement risque de tomber sur quelqu'un, celle qui est braquée sur une personne comme lors d'un interrogatoire pour ne lui laisser aucune échappatoire,
et puis celle qui est tellement ciblée qu'elle ne fait que rendre le noir plus noir, et qui sait encore une fois ce qui pourrait se tapir dans le noir. Le drama utilise beaucoup la lumière ciblée, j'ai pas les termes, je suis désolée, mais je pense que les images illustrent l'idée, et ces lumières ciblées sont aussi utilisées donc encore une fois de tas de façons. On a déjà parlé de la fonction menace, mais dans l'épisode 6 par exemple, elle est aussi utilisée pour illustrer le point de vue de l'héroïne. Elle ne voit plus que Hojin et le premier amour dont elle est jalouse, et elle les voit eux dans la lumière et elle-même dans l'ombre. La lumière peut aussi créer de la chaleur ou de l'intimité, comme si les personnages étaient seuls au monde. On a un exemple de ça dans l'épisode 11 ou bien dans l'épisode 5, lorsque les personnages partagent un moment heureux à discuter ensemble. Et à la fois, ça fait aussi que lorsqu'elle change, la lumière, son absence ou son changement peuvent exprimer l'absence de chaleur et d'intimité. Dans l'épisode 6, par exemple, lorsque les personnages se sont embrouillés, on retrouve Hojin au même endroit que l'épisode 5, mais autant avant il y avait 3 lumières chaudes pour créer une ambiance confortable et douce, autant à présent la lumière du jour permet de discerner Hojin, mais à l'intérieur il n'y a plus qu'une seule lumière et elle est loin de lui, faisant sembler le jour tout seul, plus sombre et plus triste que la nuit avec Muhi. Et au même instant, l'héroïne est dans un avion, le cœur brisé, et la lumière qui n'éclaire progressivement plus qu'elle la fait sembler de plus en plus isolée. Je dis pas que tout ça est subtil, mais ça me plaisait bien, l'esthétique avait du sens et à la fois faisait plaisir à mes yeux. Et c'est juste la lumière, parce qu'il y aurait sans doute plus de choses à dire sur les décors des souvenirs de l'héroïne par exemple, et aussi sur la façon dont la danse est utilisée par le drama. Je surinterprète peut-être, mais ce serait pas la première fois que les sœurs Hong donneraient un sens au nom de leur personnage. Par exemple, dans Hotel del Luna, le personnage principal, enfin celui joué par IU, c'est Manuel, qui veut dire pleine lune. Dans You're Beautiful, l'héroïne doit se faire passer pour un garçon et intégrer un boys band, et devient donc Minam, qui veut dire joli garçon. Ici, en l'occurrence, Muhi est apparemment un terme qui est utilisé pour désigner une danseuse, et justement, en partie, l'héroïne devient populaire, devient célèbre grâce à une danse de son personnage dans le film donc qu'elle a tourné, une danse qui devient virale, une danse qu'on la voit reproduire sur les plateaux télé parce qu'on lui demande de jouer son personnage, on lui demande d'être ce personnage, on lui demande de jouer son rôle. Mais en dehors de ces moments que je vais dire factices, c'est-à-dire des moments qui sont destinés à un public, en dehors de ces moments-là, le seul personnage, en tout cas pendant un temps qu'on voit danser, c'est Dolami, c'est la personnification de ses angoisses, mais la dernière danse, dans une scène que je ne vous spoile pas, revient à Muhi, revient à la danseuse, et quelque part on peut y voir la victoire de l'héroïne sur ses angoisses. Ceci étant dit, puisqu'on parle de Dolami, je transitionne vers mes autres plans, à savoir cela. Déjà, je tiens à dire que la joie de Hojin quand il apprend que Muhi est réveillé m'avait fait un peu chaud au cœur parce que tout ce temps il a gardé un œil sur ce qui lui arrivait, encore un signe qu'il est quelqu'un de bien et quelqu'un d'attentionné. Mais aussi, Dolami apparaît soudain dans son dos, hache à la main, et on est dans une rom-com, la musique n'est pas sinistre, c'est pas un jumpscare, et pourtant, le coup de la caméra qui s'écarte pour révéler une figure fantomatique derrière un personnage, c'est un classique de l'horreur. Du reste, ça a du sens puisque Dolami, donc les angoisses de Muhi sous forme humaine, est un personnage de film d'horreur au sein du drama lui-même, et donc on commence à la voir apparaître dans un miroir à la télé des classiques et de l'épouvante, et Muhi semble donc hanté par Dolami. Et tout commence ici, derrière Hojin, où on voit Dolami apparaître puis traverser l'écran. Elle est en chemin vers quoi? Le plan d'après répond en chemin vers Muhi, et effectivement c'est dès le début de l'épisode suivant, donc l'épisode 2, que Muhi commence à la voir. Et c'est pour ça que je me suis permis d'en parler du reste, parce que les hallucinations commencent très tôt, c'est vraiment dès le début de l'épisode 2. Et voilà, ce sont les plans de fin de l'épisode 1 qui m'ont fait m'enthousiasmer pour la suite, d'autant que la petite touche d'horreur tapait dans mes faiblesses. Le drama ne fait jamais peur, hein, c'est pas l'idée, mais quand même, je suis une cible facile. Donc tout cela est bien sympathique, que demandait le peuple et tout ça, et pour un temps, le drama est vraiment resté charmant pour moi, et ce qui m'aurait agacé dans d'autres séries m'agaçait moins ici parce que tout était volontaire, que ce soit les soucis de communication, comme je l'ai déjà dit, ou bien les problèmes de l'héroïne de façon plus générale. Comme je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, elle peut être intrusive et sans gêne à un point que personnellement j'aurais trouvé inacceptable. L'épisode 7 est celui où j'aurais le plus essayé de la mettre physiquement à la porte, je pense. Le héros et elle sont en froid à ce stade à cause d'elle, et il a rendu clair qu'il voulait pas la voir, mais elle s'invite chez lui essentiellement et ignore complètement ses protestations. Quand elle veut reculer dans ses relations, elle recule, et quand elle a envie d'avancer, elle avance.
et elle est tellement concentrée sur ses propres émotions qu'elle ne fait que très peu attention aux émotions des autres. Honnêtement, il y a un passage où Hojin en a suffisamment ras-le-bol pour lui dire ses 4 vérités et j'avais un peu envie d'applaudir. Et le pire, c'est qu'elle se rapproche de force, mais à la minute où elle commence à se sentir heureuse, où elle commence à se sentir aimée, elle se met en mode non mais moi je mérite pas ça, ça va forcément foirer, ça va forcément mal se passer. Du coup, les choses viennent à peine de commencer, parce qu'elle les a commencées, qu'elle entrevoit la fin et elle décide de mettre fin aux choses avant qu'elles se terminent. Et en quelque sorte, ça aussi c'est un contraste entre Muhi et Hojin. Muhi vit dans le futur, le pire futur possible, elle s'y projette constamment, alors que Hojin vit dans le passé. Déjà, il vit dans une maison littéralement pleine d'antiquités, mais aussi il tient une promesse qu'il a faite à un premier amour il y a des années avant ça, et en fait il compare son passé à un zombie qui n'arrête pas de le pourchasser et qui n'arrive pas à tuer, qui ne veut juste pas mourir. Ensemble, ils se tirent l'un l'autre vers le présent, et on en revient encore une fois à l'idée de deux personnages très différents mais qui trouvent un juste milieu, de la même façon que elle vient bousculer sa vie à lui qui stagnait, et lui devient une encre dont elle avait bien besoin, surtout après tout le bordel de j'ai dormi pendant quelques mois et subitement mon monde entier a changé. Et tout ça, c'était littéralement le sujet de la série, tout le monde commentait dessus et j'étais intéressée, je voulais voir comment allaient progresser les personnages, mais les choses ont commencé à se gâter. Parce que le truc avec l'attitude de l'héroïne, c'est qu'elle est prise dans une boucle, encore une fois, c'est un pas en avant, un pas sur le côté, un pas en arrière, et ça a beau être volontaire, ça a beau être le sujet, comme ça se produit encore et encore et encore et encore et encore, au bout d'un moment, d'un point de vue divertissement, ça a des conséquences. J'avais beau avoir de la compassion pour l'héroïne, le sentiment de ne pas avancer devenait pesant, la série se répétait et il a commencé aussi à s'installer ce que je vais appeler l'effet Supernatural. Je sais pas si vous avez vu la série Supernatural, mais dedans les deux frères Winchester ont tendance à mourir et puis revenir. Du coup, au début, quand un des deux frères meurt, c'est un moment d'émotion, ça fait mal. Et puis petit à petit, la mort devient presque triviale, elle a perdu son effet. Et dans ce drama-là, l'effet Supernatural s'était un peu installé pour les adieux entre personnages. Au début, quand ils décidaient de ne plus se revoir, que ça vienne du héros ou de l'héroïne, ça me pinçait le cœur, mais à force de les voir assurés, à partir de maintenant, on ne se verra plus jamais, mais se retrouver 5 minutes plus tard et on rince et on répète, vers la fin, il y a des scènes larmoyantes de cette fois c'est vraiment un adieu, où moi mes yeux étaient pas humides du tout, juste levés vers le plafond à faire des loopings dans leur orbite, tellement je roulais des yeux. Les disputes et les fins à la relation n'avaient plus aucun poids du tout, en tout cas pour moi. Par ailleurs, un effet secondaire, c'est que le monde semblait tout petit, c'est-à-dire que les personnages se séparaient et puis l'héroïne allait à une interview et justement le héros était interprète pour cette interview, ou bien ils se séparaient et l'héroïne allait à un concert et justement le héros était sur place aussi. Apparemment, il n'y a qu'un seul interprète en Corée du Sud et le monde est absolument minuscule. Les personnages en plus agissaient comme s'ils s'étaient pas vus depuis des mois, mais le drama donnait la sensation que ça faisait genre 5 minutes. Et à force, j'en venais à me demander s'il y avait des forces surnaturelles à l'œuvre. Bien sûr, il y avait une force à l'œuvre, c'était celle des scénaristes, mais pour le coup, c'était pas subtil. Donc, pour récapituler, c'était répétitif, j'avais un sentiment de stagnation, les moments émotionnels perdaient de plus en plus de leur impact, les coïncidences semblaient de plus en plus forcées, et il se trouve aussi que le ton du drama était en train de changer pour se faire plus sombre, ce qui en soi n'était pas un mal, mais ça aidait pas à alléger le reste, mettons. Du reste, je me demande si c'est pour ça que le drama a décidé d'introduire une romance secondaire, pas qu'elle soit très réussie. Enfin, j'ai pas détesté la romance secondaire, parce que pour ça, il aurait fallu qu'elle m'inspire quelque chose, mais je l'ai juste trouvée très anecdotique et très oubliable. Mais je suppose que c'était là pour aérer les choses et nous montrer un couple qui, malgré un ou deux malentendus, arrive à communiquer correctement, et aussi encore une fois pour alléger l'ambiance. Mais le drama n'a jamais, je détestais pas, mais le drama a jamais réussi à m'intéresser à leur histoire, et j'aurais préféré qu'il garde son temps d'écran pour écrire correctement sa fin, au lieu de conclure en fait vraiment plusieurs affaires en accéléré, ce qui faisait que ça donnait l'impression qu'il les prenait complètement à la légère, alors que c'est vraiment des conflits qui auraient mérité plus de sérieux, d'autant que le ton du drama semblait tendre dans cette direction. Sans entrer dans les détails, le héros a une affaire familiale, par exemple, qui est vraiment introduite tardivement, mais qui est résolue genre en 3 secondes avec une facilité déconcertante qui m'a fait me dire que si c'était pour en faire ça, autant ne pas la mettre dans la série. Et l'héroïne aussi a un conflit de dernière minute résolu
complètement en accéléré et en plus en dehors de l'écran, et encore une fois, pourquoi? C'était vraiment juste pour avoir un dernier rebondissement, je suppose, mais ça avait rien de nécessaire et c'est mal résolu de toute façon. Mais c'est difficile à expliquer sans spoiler, donc à ce stade, c'est le moment où je vais vous dire de sauter à la conclusion pour avoir un résumé de mon opinion qui ne spoile pas, sauf bien sûr si vous avez vu la série ou si vous vous moquez d'être spoilé, auquel cas vous pouvez continuer sans peur. Je vous laisse 10 secondes pour faire votre choix les gens et faites le bon, parce que votre vie en dépend. Ok, tout le traumatisme de l'héroïne était que quand elle était enfant, sa mère a empoisonné son père et essayé de tuer Muhi également. Ça fait un sacré traumatisme, et en plus du fait qu'elle a été trahie, attaquée par la personne qui était censée l'aimer inconditionnellement, les derniers mots de la mère de Muhi lui ont été de lui dire qu'elle ne pourra jamais être heureuse, ce qui explique ses insécurités présentes. Par ailleurs, notre héroïne enfant avait également saisi que pour se protéger, la meilleure chose à faire était de mentir et de prétendre ne se souvenir de rien, donc on a la source des angoisses et aussi d'un de ses mécanismes de défense par le mensonge. Et cette backstory, ce passé, ce qui est arrivé exactement à ses parents, c'est une histoire qu'on découvre au fil du drama et avec laquelle on voit Muhi se débattre jusqu'à ce qu'elle arrive enfin à exprimer la vérité à quelqu'un d'autre, jusqu'à ce qu'elle arrive à s'alléger d'une partie du fardeau et à affronter son passé pour enfin le surmonter. Mais dans le dernier épisode, on lui apprend qu'en fait, sa mère était vivante et son père aussi, surprise. Alors, on peut justifier ce twist final et l'inscrire dans le thème de la série, parce que peut-être l'idée c'est que si Muhi avait communiqué plus tôt, elle aurait pu apprendre la vérité plus tôt, elle aurait pu travailler et affronter ses démons plus tôt aussi, parce que c'est plus facile de communiquer avec les vivants plutôt qu'avec les morts. Mais là c'est vraiment, je fais un peu un effort pour justifier le twist final, parce que moi sinon il m'a juste laissé avec un profond sentiment de frustration. Parce que Muhi vit dans le futur, donc dans le pire futur possible, ok, mais parce qu'elle est hantée par son passé, par son propre zombie, du reste Dolamy dans le film, dans le drama, est un zombie aussi, et donc Dolamy est tentée par ce passé, est tentée par ce zombie qu'elle n'arrive pas à semer, qu'elle n'arrive pas à tuer, et qui la poursuit sans arrêt, et pendant tout le drama, on la voit se battre contre ce zombie, mais aussi accepter ce zombie, peut-être se réconcilier avec ce zombie, avec son passé, et vraiment travailler très dur à affronter ce zombie. Tout ça pour que, à quelques minutes, c'est un peu exagéré, mais vraiment vers la fin, subitement, on nous dévoile qu'il y avait un zombie surprise. Une partie du travail est quand même déjà fait, Muhi ne repart pas de zéro avec son zombie, mais après ça, elle décide de prendre l'avion pour aller voir sa mère et lui parler, et on voit rien, il y a juste une ellipse, elle revient, et le drama sous-entend que la situation est résolue, à Pien, on la voit absolument pas faire le travail qui restait à faire. Il y a une chose que j'apprécie dans ce dénouement, et c'est que l'héroïne parte seule, parce qu'elle a passé une bonne partie du drama à se reposer sur le héros, et vous méprenez pas, il n'y a pas de mal à accepter l'aide qu'on nous offre, un bon système de soutien, c'est hyper important, mais le fait qu'elle parte seule est la preuve que non, l'héroïne ne repart effectivement pas de zéro, qu'elle est dans une situation meilleure qu'au début de la série, et qu'elle se tient mieux toute seule sur ses deux pieds. Mais pour reprendre mon image de zombie, c'était comme voir l'héroïne se battre contre un monstre pendant tout un drama et arriver à enfin s'en défaire, tout ça pour qu'on nous dise en fait le vrai boss, c'était pas lui, et le combat entre le vrai boss final et le personnage se fait dans une cinématique qu'on n'a pas le droit de voir. Est-ce que vous comprenez la frustration et l'amertume que ça m'a laissé dans la bouche? Et à côté de ça, il y a aussi le conflit entre Hojin et sa mère, qui est introduit tardivement aussi, bon alors pas autant que le twist final pour l'héroïne, mais assez tardivement quand même, et ils se sont pas parlé depuis au moins une décennie, mais c'est réglé en 2 ou 3 mots. Et encore une fois, je suppose que l'idée du drama, c'est que se parler vraiment résoudrait si facilement les conflits que c'est idiot de s'en priver. Mais pour moi, ces résolutions express, tout ce qu'elles font, c'est trivialiser l'importance et la complexité des conflits qu'elles viennent résoudre. En tout cas, c'est mon ressenti. Pour parler quand même des bonnes choses dans cette conclusion, j'étais contente que les personnages secondaires aient droit à leur conclusion, surtout Hilo, parce que au début, il est vindicatif et immature, mais plus le drama avance, plus il devient décent et attachant, au point que j'en étais un peu triste pour lui, parce qu'il était dans un triangle amoureux, mais en fait il avait aucune chance, et même lui le savait. Donc j'étais contente qu'à la fin on le voit plus épanoui qu'au début, avec une belle carrière devant lui, mais quand même, globalement, ce dernier épisode m'a déçu.
Il y avait du bon dans ce drama, jusqu'au bout j'ai aimé son casting et son esthétique, en particulier à vrai dire la raison pour laquelle cette vidéo existe et que j'avais envie de partager mes images favorites parce que ça me rend toujours triste quand je prends des screen caps de quelque chose mais que j'ai rien à en faire parce que j'ai pas assez d'écran pour les mettre toutes en fond d'écran. Et jusqu'au bout, il y a eu des scènes qui me plaisaient parce que même quand le drama, même avec tout le surplace que font les deux personnages centraux, et même quand le drama avait déjà commencé à me perdre un peu, quand les personnages étaient ensemble et que les choses se passaient bien, je trouve qu'ils étaient vraiment adorables, tous les deux, en grande partie grâce au charme des interprètes. Et j'aimais le fait que les personnages soient imparfaits et qu'ils aient beaucoup de travail à faire sur eux-mêmes, j'avais envie de les voir faire ce travail, mais à force de voir les mêmes erreurs être répétées encore et encore, ça a commencé à être répétitif, le temps a commencé à me sembler long, je trouvais que le drama passait trop de temps sur les mêmes choses, alors qu'à côté de ça, on a des conclusions à des conflits importants qui m'ont semblé être excessivement expédiés. D'un autre côté, sur les réseaux sociaux, j'ai pas mal d'amis qui ont l'air d'avoir vraiment accroché à la série et d'avoir eu aucune des réserves que j'ai eu moi, donc peut-être que vous passeriez un excellent moment. Donc, comme d'habitude, c'est juste mon opinion, c'est rien de plus, et si vous avez vu la série, du reste, je serai ravie d'entendre la vôtre. Sur ce les gens, c'est tout pour aujourd'hui, du coup il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, et je vous retrouve je ne sais absolument pas quand pour une prochaine vidéo.